Bonjour Monsieur Pau. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et derrière ce terme de trouble du neurodéveloppement, on a des troubles, on insiste sur ce point, qui nécessitent toujours un diagnostic dans ce qu'on appelle des centres de ressources autisme. Et donc à partir de quel moment on peut diagnostiquer un TND chez une personne et comment fonctionne ce bilan qu'on appelle soit bilan A2CDI ou les différents bilans qu'on peut passer en centre de ressources autisme. Alors, moi je suis Étienne Pau, je suis délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, donc c'est un peu long et je le dirai qu'une fois. Ça englobe l'autisme, les troubles 10, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le trouble du développement intellectuel. Mais en réalité, les troubles du neurodéveloppement, ça intègre sans doute bien d'autres choses, parce qu'en fait la trajectoire neurodéveloppementale, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte ou jusqu'aux âges qu'on peut avoir respectivement, il se déroule plein de choses et il peut y avoir différents moments qui sont plus difficiles, qui sont plus faciles, et avec des retentissements fonctionnels qui peuvent être très différents. Concernant la question que vous posez sur le diagnostic, je pense qu'elle est fondamentale. Si ça vous va bien, j'aimerais bien qu'on resépare. C'est-à-dire qu'en fait, en France, il y a beaucoup une demande de diagnostic. Il faut que je sois diagnostiqué autiste, ou il faut que je sois diagnostiqué... C'est justement la question, avec des gens qui parfois savent des diagnostics, d'autres qui vont voir des médecines un petit peu alternatives, puis on combat énormément dans la rédaction sur des sophrologues de tout poil ou autre. Et donc c'était ça aussi l'objet, c'est de voir toute la partie protocolaire avec des personnes qui voient un psychiatre en disant un diagnostic est posé à partir de ce qui est dit dans ce fameux bilan. Alors, A2CDI, je ne les connais pas tous, il y en a plusieurs. Alors, en effet, ce qui se passe, c'est que la France a une histoire un peu singulière, avec l'autisme et la psychiatrie au sens large, avec des courants de prise en charge qui, globalement, aujourd'hui, en tout cas dans le champ des troubles du neurodéveloppement, sont quand même beaucoup moins conformes, et notamment moins conformes aux recommandations de bonne pratique professionnelle. Ce qui fait qu'on a fait un rattrapage. On s'est dit, pour bien poser les diagnostics, il faut qu'on utilise des tests extrêmement robustes, extrêmement précis et qui prennent quand même beaucoup de temps. Et c'est notamment le cas des échelles que vous citez, ADOS, ADI, qui sont des échelles avec plein de dimensions qui sont mesurées par plusieurs professionnels, qui nécessitent un temps de synthèse important. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut qu'on se pose des questions par rapport à ces outils diagnostiques. Tout d'abord parce qu'ils prennent beaucoup de temps et qu'en face, on a des personnes qui sont en attente d'un diagnostic. Donc il faut en permanence se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas trouver des outils diagnostiques plus rapides, plus fiables? Est-ce qu'il faut utiliser ADOS ADI en permanence pour tout le monde, ou est-ce qu'il faut un petit peu ajuster? La réalité, c'est que les centres de ressources autisme, dans leur immense majorité, je leur fais confiance, ajustent totalement par rapport aux personnes qu'ils accueillent et selon le niveau de sévérité et de complexité. C'est-à-dire qu'il y a des diagnostics qui se posent simplement et d'autres diagnostics où c'est plus complexe. Je voulais revenir sur ce qu'on a dit en premier, c'est-à-dire finalement, est-ce que l'important c'est d'être autiste ou pas autiste? Ou est-ce que ce qui est important, c'est pas plutôt de se dire, finalement, est-ce que j'arrive à bien parler? Est-ce que j'arrive à bouger comme je veux? Est-ce que j'arrive à comprendre ce qu'on me dit? Je crois que, et c'est toute la question du diagnostic fonctionnel. Et progressivement, vous voyez qu'en France, on est en train d'évoluer, c'est une bonne chose, entre d'un côté, certes, l'importance d'avoir un diagnostic posé dans un certain nombre de cas, mais aussi de dire, parfois, la priorité, c'est avant tout de travailler sur les fonctions. Et c'est ce qu'on fait avec les plateformes de coordination et d'orientation pour les enfants de 0 à 12 ans. Dans tous les départements, on a ces plateformes. Elles permettent aux enfants de bénéficier d'un accompagnement par un psychomotricien, un ergothérapeute, un ou une psychologue, et de bénéficier d'un accompagnement sans reste à charge, et ce, même s'il n'y a pas de diagnostic posé. C'est-à-dire qu'en fait, on démarre tout de suite. Et je pense que c'est ça la clé. Le sujet qu'on partage, et je sais, Oscar, qu'on le partage ensemble, c'est pas de perte de chance. S'il faut attendre 6 mois pour avoir un diagnostic et que ça empêche de démarrer les choses, ça va pas. Et donc ça permet justement de rebondir sur la deuxième question. Il y a, à partir de 3 ans, peut-être un tout petit peu plus tard, l'entrée à l'école. Donc on a deux types de cas qui se posent. Donc il y a la scolarisation sans INE. Donc voilà, il y a parfois des acronymes, ce ne sont pas des IME, les INE qui sont les numéros que tout enfant a à partir de 3 ans. Très simple. Tu rentres à l'école et à l'école maternelle. Et donc c'est là qu'on a une première granularité qui entre en jeu. C'est les enfants qui vont intégrer une classe ordinaire, ceux qui vont intégrer deux autres types de dispositifs qu'il va peut-être falloir définir, parce qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est, ce qu'on appelle les UEMA.
On en a plusieurs à Paris, on en a visité une l'an dernier. Les dispositifs d'autorégulation qui commencent un petit peu à émerger un petit peu partout, et puis sur des enfants qui parfois s'automutilent ou autres. On a besoin d'un accompagnement médico-social où c'est trop dur de dire on part à l'école. Et c'est là qu'on a d'autres structures, donc soit les CSA, soit les IME, qui aussi interviennent. Donc peut-être dans cet ensemble de structures... Vous avez tout décrit. Oui. Alors vous avez tout décrit, mais je pense que ce qui ressort de ça, et puis pour ceux qui nous regardent, c'est qu'il y a un enjeu de simplification de nos dispositifs scolaires dans le champ des troubles du neurodéveloppement. En gros, on a ces unités externalisées que vous avez mentionnées, qui sont dans l'école ordinaire, pour des enfants qui sont à l'école maternelle ou à l'école primaire, et qui vont leur permettre d'avoir un accompagnement dans une école ordinaire avec un étayage médico-social très fort. On parle d'enfants qui sont autistes avec une sévérité importante, avec un trouble du développement intellectuel associé, avec des comportements défis qui peuvent être présents. On a les modalités que vous avez décrites au travers de l'autorégulation à l'école. Ça, j'y crois beaucoup. C'est vraiment l'avenir, je pense, de l'intégration à l'école ordinaire. C'est une équipe médico-sociale qui intervient dans la classe ordinaire, là où sont les enfants, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas dans une classe à côté, et des psychomotriciens, des ergots, des psychologues, des éduxp, finalement observent les enfants dans leur environnement et les aident à pouvoir faire plus facilement le lien, gérer les interactions avec leurs copains et leurs copines dans la classe, et tout en proposant des renforcements dans les apprentissages à des moments de la journée. Et puis, globalement, vous l'avez cité, il y a tout ce qui se déroule en dehors des murs de l'école, et ça peut être dans les instituts médico-éducatifs ou au travers des CESAD. Je crois que ce qui est fondamental, c'est que depuis la rentrée scolaire 2024, tous les enfants, quelle que soit leur modalité de scolarisation, ils doivent avoir cet identifiant national élève. Ça veut dire qu'on est un élève, quel que soit l'endroit où on est scolarisé. Et ça, c'est fondamental. L'autre chose, c'est de se dire que globalement, il faut que la scolarité, elle se fasse de plus en plus dans l'école ordinaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que ça se fasse sans un soutien, notamment pour les enseignants, parce qu'en fait, ça ne s'invente pas, savoir accompagner les troubles du neurodéveloppement. Mais ça veut dire aussi que les instituts médico-éducatifs, on leur demande progressivement de s'ouvrir sur l'extérieur et plutôt de se baser sur le modèle. Alors vous décriviez le CESAD, on va décrire pour tout le monde. En gros, c'est un service qui est assez agile, qui peut aller de l'IME à l'école, du domicile à l'école, et qui permet d'accompagner les enfants un peu sous la forme d'une plateforme de service. Je crois que c'est ça l'avenir, plutôt d'avoir un accompagnement qui suit l'enfant, quel que soit l'endroit où il va, plutôt qu'un accompagnement figé dans différents endroits. Très bien. Et donc cet accompagnement, il y a un second administratif, donc par les départements, par les MDPH, qui vont définir de quoi a besoin l'enfant, et c'est là qu'on va avoir ce qu'on appelle un plan personnel de scolarité. Donc on a un passage en commission où on demande de quoi l'enfant a besoin, est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement médico-éducatif, est-ce qu'il a besoin d'une AESH en classe, puisqu'on a aussi en fait des enfants qui arrivent à rester dans le milieu ordinaire, dans une classe de 30 ou 32, avec une AESH avec eux aussi. Votre question, c'est de savoir un petit peu quel est le respect des projets personnalisés de scolarité, voilà, et est-ce que finalement tout ça fonctionne parfaitement Non, on sait que c'est parfois difficile dans les MDPH aujourd'hui, mais c'est pas la question. En fait, effectivement, c'est plus de savoir comment cela fonctionne techniquement aussi. Alors, la question que vous posez sur les... En fait, je trouve que les questions sont assez imbriquées. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la scolarité soutenue par le médico-social, où l'État prend largement sa part, c'est-à-dire que c'est le financement des instituts médico-éducatifs, des CESAD, des UEMA, des UEA, des dispositifs d'autorégulation que vous avez cités. Il y a le soutien par le biais des AESH, qui, je rappelle, sont maintenant la deuxième profession après les enseignants à l'éducation nationale. Et puis, vous avez aussi, il faut quand même le rappeler, le soutien par les collectivités locales, par les communes, qui s'assurent de beaucoup de choses sur les temps périscolaires, s'assurent de la gestion des murs, des établissements scolaires. En fait, le projet personnalisé de scolarité pour les enfants en situation de handicap, il doit venir s'englober en intégrant tous ces acteurs. Ma difficulté, et j'ai demandé à ce qu'on l'analyse dans le champ de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, c'est que je crains qu'il puisse y avoir par endroit des mécanismes de compensation. C'est-à-dire que finalement, si vous n'avez pas de dispositif médico-social, alors que c'est ce qu'il vous faudrait, vous allez peut-être demander plus facilement un AESH ou une AESH, et inversement. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a des endroits où la réponse idéale, c'est pas l'AESH. Ça va peut-être être plutôt le CESAD, c'est-à-dire ce service qui vous suit, qui est pluridisciplinaire. Et puis à l'inverse, il y a des enfants où ils seraient peut-être plus à l'aise avec un ou une AESH. Et je crois que ça pose vraiment la question de la simplification
du soutien scolaire pour les enfants en situation de handicap. Je crois que ça serait plus simple pour les enfants et pour leurs parents qu'on leur dise, bah écoutez, votre enfant il est scolarisé, vous avez plein de professionnels à disposition, ils s'inscrivent tous dans une même plateforme, et en fait, même au cours de l'année, on peut s'ajuster pour que en fait, ça réponde le mieux possible aux besoins. Et là aujourd'hui, c'est encore un tout petit peu Et saucissonné. donc sur cette réponse aux besoins, on a encore parfois de manière très fréquente, on l'a vécu, on est un petit peu plus âgé avec Maxime qui a la caméra, on nous disait mais c'est quoi ton handicap? En fait on ne comprend pas ce que tu as en face de nous, tu parles, Ouais. Et est-ce qu'il y a quand même des constantes que l'on retrouve dans les troubles du neurodéveloppement? On dit souvent que ce sont des troubles d'interaction sociale. Ouais. Est-ce qu'on a comment dire, des troubles multidis qu'on retrouve très souvent, les dyspraxies? Puisqu'il y a, en fait, on pose un terme, c'est ce qui est souvent dit, et c'est comme si c'était un terme très abstrait que nous pouvons autant tourner sur TikTok en disant je m'auto-proclame que sur des choses très très sérieuses, avec un accompagnement chez l'ergothérapeute le mercredi après-midi ou autre. Et parfois en fait on ne sait même pas si on retrouve un petit peu toujours la même chose en fait chez certains profils. Alors je trouve que c'est une super question parce qu'en fait, et que je me pose souvent, c'est de se dire en fait à partir de quand même le diagnostic il est utile. Moi j'ai tendance à dire que le diagnostic d'un trouble du neurodéveloppement, et notamment en échangeant avec les personnes concernées, hein, il est utile quand il y a un retentissement fonctionnel en fait, quand ça a des conséquences sur le quotidien. Et pour l'autisme, ce qui est vrai, c'est que il ne faut pas conclure hâtivement. C'est pas parce que moi je vais avoir des difficultés parfois dans certaines interactions qu'on va devoir conclure que je suis autiste. Je pense que c'est le retentissement fonctionnel bien sûr qui permet de l'affirmer. C'est bien sûr un diagnostic posé par des spécialistes de ce champ. Et c'est vrai qu'on retrouve de façon assez commune dans les troubles du spectre de l'autisme un trouble des interactions, de la communication, des intérêts restreints. Alors plutôt qu'intérêts restreints, moi j'aime bien dire qu'il y a plutôt des grands centres d'intérêt qui peuvent se dégager. Et puis après, on a d'autres troubles du neurodéveloppement, troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui se caractérisent aussi par différentes choses, dont l'impulsivité, dont le déficit de l'attention, et puis une hyperactivité qui n'est pas toujours présente. Vous avez les troubles 10, multidis, et ça c'est un bon point, notamment pour la scolarité, c'est-à-dire que les troubles 10, c'est encore très méconnu. La réalité, c'est que les troubles 10, ça englobe, on appelle maintenant les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Aujourd'hui, est-ce que l'ensemble de la société sait que ça peut être la dysphasie? Avoir du mal à parler, avoir du mal à articuler. Ça peut être aussi des troubles de la coordination, qui sont encore très peu décrits, qu'on appelle aussi dyspraxie. Je crois qu'on a besoin de faire encore de la pédagogie, puis on a aussi le trouble du développement intellectuel. Au-delà de ces différentes catégories diagnostiques, ce qui me paraît fondamental, c'est qu'on rappelle à l'ensemble des professionnels, à l'ensemble des familles, c'est qu'en fait ces troubles ils ne sont pas figés. Quand un enfant il naît... C'est le point qui est hyper important pour nous, c'est qu'on a une évolution progressive dans l'apprentissage. Vous l'aviez dit dans un entretien dans l'Express. Un enfant qui va avoir, on va prendre un exemple très simple, une difficulté en géométrie à faire un triangle isocèle, par exemple on lui dit tiens, fais un triangle qui fait 3 cm d'abscisse et d'ordonnée, on va avoir une évolution à travers ce qu'on a évoqué, hein, une séance chez l'ergothérapeute le mercredi après-midi, c'est un exemple parmi d'autres, qui va ensuite lui permettre d'aller vers le monde de l'emploi. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias, les élus qui vont dans la circonscription, c'est qu'on a quand même des autistes qui sont très bons dans les tâches répétitives. Donc on a un exemple qui est un type archétypal, c'est ce qu'a créé M. Dufresne via le dispositif VETA, où il y a un article dans Le Monde il y a quelques jours qui expliquait qu'ils avaient gagné en productivité en embauchant des personnes autistes dans les usines de Cognac notamment, ou chez Andros, et qu'ils étaient obligés de prendre des intérimaires parce qu'ils étaient moins bons quand les autistes partaient en vacances. Et donc ça c'est un premier point. Est-ce que vous... Donc on reviendra sur la partie dite ordinaire, puisqu'il y en a certains qui intègrent les entreprises qui respectent les 6%, ou qui tendent à les respecter, mais d'autres qui alors viennent le matin en ESAT ou dans, comment dire, dans ces structures où ils sont en CDI, et ont des activités l'après-midi, et vivent, en fait ils vivent sur place, ils ont des ESAT ou des EA, entreprises adaptées, établissements de services adaptés, enfin j'ai plus exactement le terme de l'acronyme, donc vivent sur place,
dépend de l'allocation du temps handicapé et ensuite travaille de 9h à 16h. Ouais. Et est-ce que vous pourriez expliquer comment fonctionnent ces entreprises Ouais. dites protégées où beaucoup d'autistes aujourd'hui Alors, vont. Alors, VETA, c'est marrant que vous en parlez parce que j'ai signé ce matin l'instruction qui transpose VETA dans le droit commun. Donc, ça veut dire que le modèle VETA, maintenant VETA va devenir une association parmi d'autres qui soutient l'emploi ordinaire. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'ils ont été à l'initiative de cela et c'est formidable. La particularité, c'est que justement, c'est pas de l'emploi protégé. Ouais, ils sont en CDI. Exactement. Et donc, ils sont en CDI dans une entreprise ordinaire. Avec les 2 briques qu'on a créées dans l'instruction, et je remercie Anouk, ma conseillère, qui a beaucoup travaillé, notamment avec VETA et puis avec tout un groupe de travail. C'est la première fois, et on est le premier pays européen qui transpose dans le droit commun une possibilité pour que des personnes autistes sévères avec troubles du développement intellectuel puissent travailler en milieu ordinaire avec des professionnels qui peuvent les accompagner. La transposition, elle a un nom, elle s'appelle le SAMSA Emploi, tout simplement parce qu'on a utilisé la coquille juridique des SAMSA, qui sont des services d'aide aux personnes en situation de handicap qui existaient déjà. En fait, les professionnels vont pouvoir accompagner la personne dans son travail ordinaire. De l'autre côté, on forme l'entreprise et les professionnels de l'entreprise à accueillir des personnes avec des troubles du neurodéveloppement. Ça, c'est la brique emploi. Et après, il y a une brique logement que vous avez bien décrit, qui consiste à progressivement arriver vers du logement plus autonome. Là où c'est quand même extraordinaire, c'est qu'on parle de personnes qui ont des notifications habituellement, maison d'accueil spécialisée ou foyer d'accueil médicalisé. On va revenir sur ce point-là. Donc, les départements reconnaissent à 80%, donc on a différents taux de ce qu'on appelle les taux de AQTH, où normalement, à 80%, on a ce qu'on appelle une orientation ESAT. Donc, c'est les MDPH qui donnent ce document où c'est comme ça en fait. Beaucoup de gens se demandent en fait, comment vous arrivez à intégrer un ESAT. C'est en ayant cette notification, en disant tu ne peux pas travailler en milieu ordinaire puisqu'on juge que c'est trop fragile pour toi. Donc on va t'insérer avec un suivi psychiatrique dans ces ESAT, et c'est justement ce qu'explique Jean-François Dufresne, où il dit en fait moi les autistes que je connais, ils sont un peu cantonnés dans des ESAT sur toute une partie de leur carrière avant qu'ils touchent le minima retraite. Et donc nous on a réussi justement peut-être aussi à leur trouver un CDI, mais qui leur permet de faire plein de choses, par exemple de cotiser pour peut-être prétendre un jour aussi avoir une retraite. Bah exactement. Et en fait, alors je veux pas du tout contester le format des ESAT, qui est un format qui fonctionne très bien, etc., et qui a aussi beaucoup de vertus. Ce qu'on vient créer là, avec SAMSA Emploi, qui sont une nouvelle brique d'emploi, on vient répondre à une problématique à laquelle la puissance publique n'avait pas répondu. C'est-à-dire, si je suis autiste, même avec des troubles du comportement, même avec un trouble du développement intellectuel, et si j'ai envie de travailler au milieu ordinaire, est-ce qu'il y a une possibilité? Et oui, dorénavant, il y a une possibilité. Ça veut dire que de l'autre côté, les ESAT vont continuer à évoluer, et notamment dans le champ des troubles du neurodéveloppement, ça me paraît absolument nécessaire. Je rappelle que les ESAT doivent aussi être des tremplins vers l'emploi ordinaire, et que les salariés des ESAT, quand après ils évoluent vers de l'emploi ordinaire, et ce qui, j'espère, augmentera très nettement dans les prochaines années. On est à 3,6 à peu près aujourd'hui dans le privé, et on est neutre dans la fonction publique. Voilà, donc il y a quand même encore un gap incontestable et encore un progrès incontestable à faire. L'objectif, c'est aussi qu'ils puissent bénéficier des plateformes d'emploi accompagnées. Donc si je résume l'emploi aujourd'hui pour des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement, en gros on a l'emploi absolument ordinaire, pour plein de gens qui ont un trouble du neurodéveloppement ou qui n'ont pas du tout besoin d'aide. Il y a les plateformes d'emploi accompagnées qui permettent d'accompagner dans l'emploi ordinaire un certain nombre de personnes qui peuvent présenter un handicap quel qu'il soit. On a les ESAT que vous avez cités, avec parfois des limites dans le fonctionnement et sans doute une nécessité de moderniser aussi un peu l'approche de certaines ESAT, et je le vois aussi grâce à la diversification de l'activité d'un certain nombre d'entre eux qui me paraît tout à fait souhaitable. Et enfin, c'est SAMSA Emploi qui sont une transposition du modèle VETA et qui permettent pour la première fois à des personnes dans des situations très sévères de travailler, et comme vous le dites très bien, ça se passe bien, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de faire un truc cosmétique, ça se passe bien. J'ai été visiter notamment l'usine Guerlain à Chartres, et vous voyez, globalement il y avait un chef d'équipe, c'était une unité de production de parfums, qui vient me voir à la fin et qui me dit écoutez, au moins l'avantage c'est que, par exemple, c'est la première fois que j'ai des salariés qui ressortent de pause avec 1 minute de retard et me disent je suis désolé, j'ai 1 minute de retard.
Il me dit ça n'est jamais arrivé qu'un salarié s'excuse de Ah, ça. c'est bien, ça. Et donc, c'est assez révélateur. Pour autant, ça ne veut pas dire que les personnes autistes, on attend plus de respect que les autres salariés. C'est juste que, comme vous le dites très bien, bah finalement, voilà, la diversité du monde, elle montre que parfois il y a des qualités aussi dans des profils neuroatypiques et qu'il faut les prendre en compte. Et enfin, ça va être la toute dernière question. Ouais. Le fait, et là on touche sur l'un des gros engagements de la rédaction que je dirige, de pouvoir permettre à des personnes de travailler permet ensuite de financer des cas de grande déficience avec souvent ces personnes en fait, qui sont en invalidité et qui vivent dans des foyers d'accueil médicalisés. Donc là c'est pareil, en fait, c'est des foyers d'accueil médicalisés financés par VETA qui ont été créés un petit peu partout, chez Andros, dans l'usine de Cognac, ou même, vous mentionnez Guerlain, où il y a un foyer qui a été créé pour ces salariés, où ils peuvent apprendre à garder de l'autonomie. On a aussi des foyers pour des personnes qui sont dans une demande totale, donc c'est ce qu'on appelle soit des maisons d'accueil ou des foyers d'accueil médicalisés. Et est-ce que vous pouvez peut-être dire que sont ces dispositifs que peu de gens connaissent aussi? Alors pour les situations les plus sévères, l'État finance à 100% les maisons d'accueil spécialisées. En lien, en cofinancement avec les départements, nous finançons aussi des foyers d'accueil médicalisés. Donc il faut retenir que c'est des établissements médico-sociaux, c'est des lieux de vie, hein, c'est pas des hôpitaux, hein, je le répète, qui permettent d'accueillir des personnes en situation de handicap, avec souvent un handicap plutôt sévère, et avec une relative dépendance qui nécessite un accompagnement au quotidien. Ce qui est fondamental, c'est justement de constater que dans ce que vous décrivez, que ce soit l'usine Andros, que ce soit Guerlain, etc., c'est que on s'est rendu compte que permettre à des personnes avec des troubles sévères d'accéder à l'emploi ordinaire, en fait, progressivement, ça leur redonne de l'autonomie pour aller vers du logement plus autonome. Et donc, pour la première fois, on a aussi des personnes qui peuvent accéder à un logement autonome avec des veilleurs de nuit, avec quand même bien sûr des numéros d'astreinte à appeler, etc. Mais c'est plus du tout pareil. On est dans du logement, on n'est pas dans l'hébergement. Et c'est toute la différence. Et je crois que ça, c'est là où on a une véritable transformation de l'offre qui est à l'œuvre, à l'initiative des familles, il faut le souligner, parce que c'est plutôt eux qui nous challengent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut bien retenir aussi que toutes ces situations, notamment très sévères, que l'on décrit, etc., dans les 20-30 prochaines années, leur proportion va diminuer nettement. Pour une raison très simple, c'est qu'on aura repéré, et c'est déjà ce qu'on est en train de faire beaucoup plus précocement. Les enfants qui présentent par exemple un trouble du spectre de l'autisme vont bénéficier de la communication alternative améliorée, de l'orthophoniste comme vous le disiez très bien très tôt, de l'ergo, de la psychomote. Et donc c'est plus du tout les mêmes parcours. Donc je crois que transformation de l'offre, ça c'est finalement pour changer tout de suite maintenant. Et puis il y a le repérage, le dépistage précoce qui vont changer radicalement l'offre médico-sociale dans les années à venir pour plus d'autonomie, plus d'autodétermination. Et si on arrive à faire tout ça, bah, la France aura fait un pas de géant. Merci beaucoup. Merci infiniment.